Bonjour à tous. Moi je m'appelle Tom Créa, je suis lead développeur à Rennes chez unity.io/ouzbase. Je vous ai mis mon GitHub parce que j'ai pas mal de projets, de side projects qui n'ont jamais été terminés. Je pense que c'est un des plus gros repères sur GitHub pour trouver ce genre de trucs. Et aujourd'hui, on va parler de la programmation pragmatique par événement, donc orientée Azure Service Bus. Par événement, programmation orientée événement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, au centre de notre système d'information, on va avoir des événements. Donc en fait, on va avoir deux types d'entités, les producers, donc ceux qui produisent les événements. Par exemple, il vient de se passer une action, je crée un événement, et les consommateurs qui vont réagir aux événements. Et pourquoi pragmatique? Parce qu'en fait, l'idée, ça va être de construire facilement ce genre de système. Donc en fait, on ne veut pas tout casser. On imagine qu'on est dans une boîte, pas forcément un peu legacy, mais on a déjà un système en place. On veut se mettre à faire un peu d'événementiel, commencer à séparer des parties. On n'a pas forcément beaucoup de budget, on n'est pas forcément une grosse équipe. Donc on veut créer justement, on veut pragmatiquement, donc justement la différence avec la théorie, on veut pratiquement créer ce genre de système. Donc en fait, comme j'ai dit, moi je travaille chez Unity, et pourquoi c'est important? C'est pour remettre en fait ça dans le contexte. Donc en fait, on est dans un contexte web, donc on crée des applications web, donc voilà, des API, des sites web, ainsi de suite. On est une petite équipe, donc on lance beaucoup de projets. Par projet, on est 2, 3, 4 développeurs. Donc petite équipe dit pas forcément de QA, pas forcément de tests, donc on doit être vachement autonome. On a besoin d'un système qui est observable. On a besoin de reproduire, par exemple, quand il y a eu un problème, de pouvoir le reproduire facilement. Ce genre de choses. Comme on lance des startups, on a aussi besoin de tester des idées rapidement. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas, si on veut tester un truc sur le marché, on ne peut pas se permettre d'avoir un mois de dev et en fait de se dire bah non, ça ne marche pas, en fait on efface tout, et de créer des tests unitaires, ainsi de suite. Donc en fait, on veut être capable de sortir du code rapidement, de sortir des features rapidement, pouvoir les tester, pouvoir les débugger, pouvoir itérer dessus. Et après, si ça scale, là, on va pouvoir mettre peut-être en place des outils qui sont plus gros. Comme aussi, on est en multi-projet, ça veut dire qu'on switch mentalement tout le temps de projet. Donc, il peut y avoir des oublis. Oh merde, j'ai oublié qu'il y avait une Azure Function qui était branchée là et qui faisait ça. Bah, c'est des trucs qui arrivent assez régulièrement. Donc, en fait, comment ça va s'articuler la présentation? En fait, je vais prendre des exemples un peu de la vie de tous les jours de dev, voir comment avant c'était un pain point et comment avec justement en ajoutant un peu d'événements, en découplant un peu certaines parties, on peut réussir justement à avoir quelque chose de plus résilient. Là donc c'est typiquement le contrôleur de base. Je reçois une requête, je vérifie si voilà, les données du JSON sont bien. Je crée l'utilisateur en base de données, puis j'envoie un mail, voilà, veuillez confirmer votre mail. Qu'est-ce qui se passe quand l'utilisateur, s'il y a eu un problème justement parce que soit j'ai mal codé ou soit parce qu'il y a eu un problème avec ma base de données, c'est que le mail ne part pas. Alors à la limite, c'est pas dramatique, hein. Le gars nous appelle, il dit j'ai pas reçu mon mail, nous on vérifie, on regarde le bout de code et on se dit merde, je peux pas rejouer à sa place le code parce que par exemple, il peut être créé 2 fois ou ainsi de suite. Et on se dit, en fait, moi, c'est juste cette partie. Parce que ça, peut-être qu'on a réparé à la main, voilà, on a fait insert into, c'est pas très grave. Mais comment j'envoie le mail de confirmation? Et là, ça peut être super compliqué. Alors qu'en fait, si on avait découpé ça, on s'était dit, voilà, le même fonctionnement, je reçois ma requête, je vérifie le payload, je vais essayer de créer l'utilisateur en base de données. Mais une fois que c'est fait, j'envoie un événement. Et là, du coup, c'est un autre service qui fait ça. Ça peut même être dans le même... je veux dire, ce n'est pas forcément un service distribué, une Azure Function, ça peut être même dans le même programme. Alors, dans ce cas-là, c'est hyper simple. En fait, il suffit juste de renvoyer le même événement avec la même payload. Et puis, en fait, on peut renvoyer le mail à l'utilisateur.
Et du coup, si on applique ça à des choses un peu plus complexes, on peut rejouer des scénarios qui ont fail. Et dans un monde où il y a énormément d'effets de bord, parce que la base de données, ça va, mais quand on appelle des webhooks, d'autres sites, on est hyper dépendant. Rejouer des bouts de scénarios, c'est hyper important. Après, donc, si on parle de la résilience, donc, par exemple, je reprends toujours mon API avec /user/create. Qu'est-ce qui se passe si mon serveur il est down? Parce que je fais un déploiement, par exemple, et puis on reprend la petite équipe, j'ai pas de blue-green, j'ai pas voilà, un truc avec 0 downtime, j'ai 15 secondes de downtime, ce qui est totalement tolérable pour plein de projets. Mais pas de bol, le mec, il s'inscrit pendant les 15 secondes. Dans le cas d'une API REST, par exemple, donc imaginons qu'on ait deux services, et que justement on appelle le service qui est done à ce moment-là, ça fail, et puis tant pis, quoi. Avec les événements, ce qui va être bien, c'est qu'en fait, tant que les événements ne vont pas être consumés, ils vont rester dans la queue ou dans le bus, et c'est au moment où le serveur va démarrer qu'il va pouvoir consommer les événements. Et du coup, ça permet d'avoir un système qui est beaucoup plus résilient, par exemple, lors de déploiement, en rien du tout comme ressource. Je veux dire, on n'a pas besoin de changer tout de l'infra, d'avoir des choses qui sont compliquées. En fait, il suffit juste d'ajouter un bus. Et si, par exemple, on va dire que c'est notre code qui a un problème, et c'est le code ici, là, qui, par exemple, qui lèverait une exception, alors dans ce cas-là, en fait, les événements qui n'ont pas été traités peuvent aller dans une autre queue qui est sur la death letter queue, et en fait, après, on va pouvoir reprendre tous ces événements et les rejouer une fois qu'on aura corrigé notre bout de code. L'observabilité aussi, donc ça c'est hyper important. Là j'ai pris un exemple. Titouan, est-ce que tu sais si Jean-Paul a bien reçu son SMS de confirmation? Ça peut être un mail, ça peut être tout, et en fait on ne sait pas ce qui s'est passé. On est dans une grosse boîte noire. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, soit, coup de chance, on a mis des logs, et dans certains projets des console.writeline, et à coup de grep on essaye de trouver ce qui s'est passé, mais c'est pas hyper facile. Dans un bus d'événements où les événements seraient stockés, ou un event store, on va pouvoir dire « Ah ouais, j'ai bien vu cet événement-là ». Hop, j'ai fait un petit exemple. On imagine que tous nos événements sont stockés, par exemple, donc ça c'est du JSON avec cette payload-là. Chaque événement a un timestamp, on voit, je peux reprendre ma payload, je vois qu'en fait Jean-Paul a bien reçu son événement. Après, il y a un autre point que je trouve vraiment super avec les services bus, c'est de pouvoir prévoir des messages dans le temps. Par exemple, un cas, pareil, qui m'est déjà arrivé, quasiment tout ça, c'est des vrais exemples. Titouan, on aimerait envoyer un mail de relance 2 heures après son inscription s'il n'a pas rempli son profil. Voilà. Comment on fait ça, on va dire sans bus, c'est hyper compliqué, on met un cron, on essaye de mettre une tâche, ça devient vite beaucoup de choses à faire. Avec les services bus, donc là je parle de Azure Service Bus, mais quasiment dans tous les messages brokers, on peut faire ça. On peut prévoir de mettre un message dans l'avenir. Et donc du coup, j'ai écrit un petit exemple, c'est du C#, mais c'est quasiment du pseudocode. Donc qu'est-ce qu'on fait justement sur l'API de poste? On crée un nouveau GUID, on crée notre user en base de données, on crée un message qui dit que l'utilisateur a été créé, on va dire qu'on va l'envoyer seulement dans 2 heures. On va l'envoyer maintenant, mais il va être reçu seulement dans 2 heures. Et on stocke l'ID du message pour pouvoir l'annuler. Parce que du coup, si le mec a rempli son profil entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? On annule le message. On met dans Redis ou dans ce qu'on veut, ou memory cache, n'importe quoi, juste l'ID du message et le user ID. Et justement dans notre autre contrôleur, où là il remplit son profil, on met à jour son profil machin. Et on dit juste qu'en fait, s'il y a la valeur dans le cache, c'est pas grave, j'annule le message. Et là, il y a eu en gros, si j'enlève les lignes vides et les accolades, il y a 10 lignes de code. Donc en fait, on a résolu un problème qui a l'air compliqué à la base avec très peu de lignes de code. Alors pour la mise en réseau, donc ça je sais qu'il y a des gens de l'infra ici, donc pour eux c'est peut-être très logique, mais pour beaucoup de gens, dont moi, tout ce qui est mise en réseau de Docker, Kubernetes, ça reste un peu de la magie et c'est hyper compliqué. Surtout quand on commence à avoir plusieurs services qui veulent se parler et certains qui sont privés. Tant que c'est public, avec Azure, moi c'est simple, hein, moi mes GitHub Actions, je fais un zip,
j'envoie ça sur Azure et ça s'est déployé. En gros, c'est à peu près ma connaissance d'Azure. Donc quand il y a plusieurs services qui commencent à se parler, qu'il faut créer des VNet, machin, là, ça devient un sacré bordel. Alors qu'avec un service bus, mon service bus est hébergé en managé par Azure. J'ai tous mes services, c'est mon zip que j'ai poussé. La seule config que j'ai, c'est une connection string. Donc pour ceux qui ont fait du C# dans appsetting.development, c'est fait. Et voilà, tous mes services sont capables de consommer des messages et envoyer des messages. Ils sont privés, ils exposent juste pas de port. Et voilà. En plus, c'est partition to event. Exactement. C'est un service qui communique à un autre, il tombe, l'autre est cassé alors que là, il n'est pas cassé. Et ouais. Ok. Alors, on a aussi un autre cas d'usage très pratique, c'est les scénarios asynchrones. Là, c'est aussi un vrai cas qui a existé. C'est on a notre base de données avec nos utilisateurs et le marketing, ils ont un CRM et voilà. Sauf que eux, on n'a pas les mêmes bases de données. Donc, en gros, à chaque fois qu'il y a un nouveau contact, une update, nous, il faut qu'on pousse les modifications. Des fois, on a des API comme celle d'HubSpot avec pas plus de 10 requêtes par seconde, donc forcément, il y a de l'attente, c'est hyper long. On ne peut pas bloquer les API. Donc là, du coup, on peut très bien mettre une Azure Function au bout. Elle, c'est pas grave si elle fail, parce que s'il y a un contact qui n'est pas synchronisé, c'est pas dramatique. Et elle, en fait, on va la laisser tourner, elle ne va pas du tout impacter notre programme principal. On a eu un autre cas aussi où c'était chauffer du cache, et avec beaucoup de cache, et ça c'était parfait parce que l'Azure Function, en fait, elle faisait plein de requêtes GET sur certaines URL, ça remettait le cache à jour. Et pareil, si ça fail, c'est du cache, on s'en fout, on sait comment récupérer les vraies données. Ça, du coup, c'est juste un petit bout de code qui montre que, en fait, là, tout ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on envoie notre événement dans le bus, et en fait, ce bout de code-là, il est très simple à comprendre, parce qu'en fait, toute la logique de synchronisation qui est compliquée, on la fout ailleurs. C'est aussi hyper pratique si, par exemple, on a un super plugin en Node.js qui fait exactement ce qu'on veut, mais nous, on fait du .NET. On fait une Azure Function en Node, on fait npm install le package, run, et en 3 minutes, en fait, on a une vraie fonctionnalité sans quasiment rien développer. J'ai mis en vrac toutes les autres idées que j'ai eues, je me suis dit que ça ne méritait pas forcément un slide, donc mise à l'échelle facile, avec Azure, si on a plusieurs services qui vont écouter sur le même bus, il y a du lock et ainsi de suite, donc en fait, nos services ils vont pouvoir être répliqués. Utilisation de différentes stacks, donc ça c'est exactement le coup du Node.js. Des duplications, donc ça peut être pratique si on a plusieurs producteurs qui vont tourner en parallèle. Si par exemple l'ID de message est prédictible, le bus il va pouvoir dédupliquer certains messages pour éviter que les utilisateurs reçoivent 3-4 mails, ce qui est déjà arrivé je pense à tout le monde. Retry, ça c'est pareil, c'est si un message n'est pas délivré, on va pouvoir le redélivrer, ainsi de suite. Donc si c'est un problème qui peut arriver pendant quelques secondes, en fait, on va pouvoir résoudre justement ce problème-là. Les tests, à partir du moment où on a découplé en 2 entités, si on teste, au lieu de tester un méga bloc qui est super compliqué, en fait, on va juste tester que le message est bien dans le bus. Et donc, c'est hyper facile à tester. On moque ça en disant, je sais pas, en mettant ça dans une variable, on vérifie si la variable est égale à la payload que j'ai envoyée dans mon bus, et on peut dire que la fonction, elle est testée. Dead letter, j'avais parlé, et TTL des messages, donc ça c'est important aussi, c'est pouvoir mettre une durée de vie, donc TTL c'est time to live, à des messages, parce qu'en fait il y a des messages qui n'ont pas de sens s'ils sont traités trop tard. Vrai exemple, il y a 2 jours, je m'inscris sur un site et je reçois un SMS pour confirmer mon numéro de téléphone. Le service est down et je reçois les SMS genre 6 heures après. Forcément, tous les codes ont expiré. Donc en fait, ça ne sert à rien. Ce message-là, il a du sens que dans un contexte de 2 minutes, sinon il n'a plus aucun sens. Et je vais aussi parler de la différence entre topic vs queue. En fait, queue, c'est du communication 1 pour 1. Donc en fait, c'est plutôt une commande, c'est je t'ordonne de faire quelque chose et moi je réceptionne le message, je fais la chose. Dans un système de topic, on est plus sur du one-to-many. Donc souvent, en fait, quand on parle d'événements, on parle plutôt à la forme passive. Par exemple, c'est user-created. Moi, j'indique juste qu'il s'est passé ça et chacun réagit comme il veut. Moi, sur user-created, j'envoie un mail.
moi, je contacte l'admin parce que c'est important. Et du coup, c'est complètement découplé parce qu'on ne dit pas « fais ça ». On est vraiment sur « moi, j'ai fait ça, faites ce que vous voulez ». Demain, on ne veut plus cette feature-là. Donc, c'est comme je disais, le cas d'Unity, hop, on s'en fout, on a testé, ça ne marche pas. Je supprime le consumer et ça n'a pas d'autre impact sur mon système. Et je vais juste terminer sur une petite étude de cas, une étude de cas concret. C'est les webhooks. Alors, je ne sais pas si vous avez tous, je pense que vous avez tous développé avec des webhooks, en tout cas dans le contexte du web. Je pense que l'expérience développeur, elle est horrible. Parce que en fait, le webhook, il ne peut pas accéder à votre localhost. En gros, c'est ça le vrai problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On installe ngrok ou un autre outil, on le configure sur le site. Comme on ne veut pas payer ngrok, notre URL elle change tout le temps, donc tous les matins, je suis obligé de relancer le truc. Après, je suis appelé, mais je ne sais pas trop ce qu'il y a dans le JSON parce que la doc n'est pas à jour. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un test où j'écris juste tout ce que je reçois dans un fichier. Comme ça, j'ai à peu près une payload et après, je convertis mon objet, machin. Enfin, c'est hyper relou. Et en fait, moi, j'en avais marre de ce problème et je me suis dit, comment, dans ma vie de tous les jours, je vais pouvoir régler ça, quoi. Et en fait, je me suis dit que j'allais faire une petite Azure Function. Et donc, elle est tout le temps en ligne parce que c'est une Azure Function. Et elle, à chaque fois qu'elle reçoit un appel, elle passe toute sa payload, tout ce qu'elle reçoit dans un bus. Et donc ça, c'est le code de la Azure Function. Donc à chaque fois qu'elle prend un post ici, elle prend aussi une route. Donc par exemple, c'est mon Azure Function / Toto, ça sera Toto la route. Elle lit tout ce qu'il y a dans le body, parce que souvent les webhooks, c'est du post, parce qu'il y a des données à transmettre. Elle crée le message. Dedans, elle met les informations HTTP aussi du webhook, genre les headers, l'URL originale sur laquelle elle a appelé, machin. Elle crée un subject, donc le type du webhook, et elle le fout dans le bus. Et après, donc quand j'utilise par exemple Zapier, parce que c'est souvent c'est super sympa de pouvoir interfacer nos outils avec un peu de no-code, je mets mon URL d'Azure Function, / le nom de l'événement que je veux, et le code de sécurité pour éviter que n'importe qui appelle ma Azure Function. Et en fait, qu'est-ce qui se passe après? Je reçois dans mon bus d'événements, donc ça c'est une capture d'écran du portail Azure, où je vois mon message avec, voilà, ça c'est le sujet, celui que j'ai mis, et puis la payload, donc tout ce que je reçois. Donc en fait, j'ai aussi testé, donc j'ai testé Azure Service Bus et j'ai testé d'autres expériences. J'aimerais parler de Redis, parce qu'en fait, alors quand on a commencé à travailler avec Azure Service Bus, c'était il y a 2 ans ou 1 an et demi, et le portail Azure, c'était horrible. Et vraiment. Donc en fait, tout ce qu'on gagnait en développeur expérience, on le perdait avec le portail Azure. Du coup, on s'est mis à chercher d'autres outils qui pourraient faire la même chose avec une interface sympa. Et on a vu que voilà, Redis a un GUI et un CLI qui sont hyper agréables, ça s'appelle Redis Insight. Et on peut utiliser les streams comme Event Store. Ça permet aussi de mutualiser les coûts parce que nous, on avait déjà du Redis chez nous, on savait comment ça marchait. Donc du coup, ce n'est pas quelque chose d'autre à apprendre. Redis Cloud, c'est super sympa parce que le free tier, c'est 30 mégas, mais avant d'avoir 30 mégas d'event, c'est déjà pas mal. Ok, c'est un peu moins rapide, machin, mais nous, en tout cas, ça nous suffit. Il viendra aussi, mais la possibilité d'utilisation en local avec Docker, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en service bus. Donc si pour vous, c'est nécessaire de pouvoir travailler sans Internet, Azure Service Bus, ce n'est pas possible. Et le dynamisme, c'est que en fait, sur Azure Service Bus, il faut que toutes les entités soient créées avant de lancer le programme. Donc les queues, les topics, ainsi de suite. Donc si on crée tout le temps des nouveaux topics, il faut le faire à chaque fois sur le portail Azure. Ça peut être chiant, il peut y avoir des oublis de déploiement, ou le faire dynamiquement, c'est-à-dire quand je lance mon programme, je vérifie si j'ai bien les bonnes ressources sur Azure et sinon je les crée. Avec Redis, c'est complètement dynamique. J'envoie une clé qui n'existe pas, elle se crée. Et ça, c'est super sympa. Mais par contre, Azure Service Bus a aussi des super avantages comparé à Redis, c'est que c'est intégré au Azure Function. Redis, pour l'instant, non. Il y a un trigger, on en a parlé tout à l'heure.
il y a beaucoup plus de features. Par exemple, sur Redis, c'est vraiment de l'event store classique. Hein. Il n'y a pas de Lidl, il n'y a pas de dead letter, il n'y a pas de scheduling, il n'y a rien. Et il y a des règles de routage aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on peut associer au message des metadata et faire des filtres un peu comme en SQL, dire en fait, non, moi, il n'y a que ceux qui ont ce type-là qui passent, ceux-là, ils ne passent pas, ceux-là, je les reroute. On peut faire des règles un peu complexes. Et voilà, ça, c'est un peu la balle perdue, mais il y a une issue GitHub qui est ouverte depuis 5 ans maintenant. Oui, qui parle pas mal des events. Et justement, il dit que c'est pas normal qu'on ne puisse pas avoir d'émulateur en local pour ce genre de choses. Et donc en fait, nous, on voulait un peu le meilleur des deux mondes, parce qu'en fait, les features d'Azure Service Bus, elles sont hyper bien. Et la simplicité de Redis et les dynamismes, c'était vraiment cool. Du coup, on a créé un plugin. Un plugin, c'est un package .NET qu'on ajoute en tant que background service et qui nous permet, en fait, avec Redis, de pouvoir avoir ce genre de feature. Donc, par exemple, on peut scheduler un message, donc ce qu'on ne peut pas faire dans Redis. On a un système un peu de cron, c'est-à-dire on peut mettre un cron expression et dire tous les jours à minuit, alors j'envoie ce message-là dans le bus. Donc, en fait, toute notre stack qui est déjà faite avec nos consommateurs, elle fonctionne. Et voilà, donc si vous n'avez jamais testé Service Bus, je vous conseille vraiment d'essayer. En fait, il y a plein de cas qui sont normalement compliqués à faire, à développer, et on peut vraiment, en fait, en changeant un peu sa façon de penser, réfléchir différemment à nos use cases et gagner du temps et surtout gagner du confort, parce que c'est quand même ça qui est important. Quand pendant 4 jours d'affilée, on n'a pas réussi à ces webhooks, on est fatigué et c'est là qu'on fait justement des erreurs de code qui peuvent coûter cher. Merci à vous d'être venus. Est-ce que tu peux remettre le lien d'avant? Parce que si tu as fait le scheduling avec Redis-Stream, ça m'intéresse. Ouais. On fait aussi, on fait un peu la même chose. Alors, c'est du scheduling qui est à 3-4, il y a un délai de 3-4 secondes. C'est pas du scheduling temps réel, quoi. Mais en fait, nous, c'est de l'envoi de mail, des choses comme ça. Donc, ok. Merci. Je pense que les tests, tu as fait tous les tests, Ouais. Les différentes technos, on espère que ça vous a été profitable. Déjà, on vous dit merde pour la suite de l'année, puisqu'il y a certainement un truc qui va se passer à la fin, un diplôme, ce genre de bêtises. Donc, je ferai parvenir à votre équipe pédagogique les slides. Comme ça, vous pourrez un peu aller regarder tout ce qu'on vous a envoyé, tout ce qu'on a mis en lien. On organisera très certainement dans les mois à venir, on espère qu'on se remettre en ordre de marche, au travers du MTG Red, des événements. Donc souvent c'est des meet-up, donc il y a un groupe meet-up sur lequel je vous invite à vous inscrire, où on communiquera sur la prochaine date. On verra ce qu'on fera, je ne sais pas du tout, est-ce qu'on fera une presse, est-ce qu'on fera potentiellement un workshop, ça pourrait être cool aussi, si vous voulez démarrer justement sur Azure, que vous n'avez pas forcément de crédit ou vous n'avez pas de compte tout simplement. Est-ce que ce serait pas intéressant qu'on fasse un truc en mode un peu workshop? Oui, Azure ou pas, enfin on dit Azure, mais on traitera probablement de plein de sujets autour des technos Microsoft. Et voire même, on peut mettre un petit calling, voir ce que vous voulez, s'il y a des sujets qui vous plairaient ou autre. On en discutera, donc je vous enverrai tout ça par le biais de notre équipe pédagogique. Et puis merci encore de votre présence. Merci. Merci.